Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci pour votre participation à ce deuxième webinaire sur le dispositif du bonus-malus. Donc, cette présentation vous sera faite par ma collègue et moi-même. En parallèle de ce webinaire, un chat est ouvert afin que vous puissiez poser vos questions. Un modérateur, Madame Sylvie Gault, se chargera de répondre à vos différentes questions. Pour autant, les questions d'ordre personnel qui nécessitent l'analyse de votre dossier devront être posées sur votre compte en ligne. Donc, je suis Marie Daubouvier, je travaille à l'URSSAF de la région Centre. Je suis adjointe technique et je suis affectée au service des employeurs du régime général et des collectivités territoriales. Donc, le dispositif bonus-malus est un dispositif qui devait être mis en place en 2021, mais qui a été reporté en 2022 compte tenu des événements de la crise sanitaire. Donc, ce dispositif va permettre à l'employeur de moduler son taux d'assurance chômage à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre de fins de contrat avec inscription à Pôle emploi. Donc, au cours de ce webinaire, on va vous faire quelques rappels sur le dispositif. On va également vous expliquer comment sont identifiées les entreprises éligibles. On verra ensemble les différentes notifications qui vous ont été adressées. On va vous expliquer les étapes de calcul pour arriver à votre taux. On va également vous indiquer les modalités déclaratives, donc tant au niveau agrégé qu'au niveau individuel. On va vous faire également un focus sur les différentes contestations et en fin de séance, on vous donnera quelques informations diverses. Donc, quelques rappels sur le dispositif. Sont éligibles les employeurs de 11 salariés et plus. Donc, pour cette première sectorisation, 7 secteurs sont impactés. Ce sont les secteurs qui comportent un taux de séparation moyen supérieur à 150% observé sur la période de 2017 à 2019. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces secteurs d'activité représentent à eux seuls 34% des ruptures de contrat de travail avec inscription à Pôle emploi. Donc, ici, on vous a listé les 7 secteurs d'activité concernés par cette première sectorisation. Ils sont définis pour 3 ans, donc 2022, 2023 et 2024. Cette modalité devrait être généralisée à l'ensemble des secteurs d'activité, mais aujourd'hui, aucune date n'est avancée. Donc, pour cette première modulation en 2022, certaines entreprises du secteur 1 seront exclues du dispositif. Donc, pour la modulation du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ces entreprises entreront dans le dispositif au 1er septembre 2023. Donc, j'insiste bien sur le fait que ce ne sont que certaines entreprises du secteur 1 et non pas l'ensemble des entreprises du secteur 1. Donc, ces entreprises sont identifiées de par la combinaison de leur code APO et code identifiant de convention collective mentionnés à l'arrêté du 28 juin 2021. Pour autant, les entreprises non éligibles dépendront des secteurs de l'hébergement et de la restauration, des transports et entreposages, de fabrication et de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac et autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. Concernant l'appréciation du seuil de 11 salariés, donc pour les entreprises qui n'entrent pas dans la loi Pacte, pour la première modulation, donc celle en 2022, on va prendre l'effectif constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Donc, c'est une année glissante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EMIA, effectif moyen intermédiaire annuel. Pour tenir compte de la loi Pacte, seules les entreprises qui ont un effectif moyen annuel supérieur ou égal à 11 salariés en 2019, 2020, 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 seront éligibles au dispositif. Ici, on vous a mis deux exemples pour prendre en compte la loi Pacte. Donc, si l'effectif de l'entreprise est inférieur au seuil de 11 salariés en 2019 et 2020, mais passe au-dessus du seuil en 2021 ou du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, l'entreprise ne sera pas éligible. Si l'effectif de l'entreprise est supérieur au seuil de 11 salariés en 2019 et 2020, mais passe sous le seuil en 2021 ou du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
c'est la même chose, l'entreprise ne sera pas éligible puisque la loi Pacte prend en compte le franchissement d'effectifs pour une durée de 5 ans dès lors que l'entreprise atteint ou dépasse le seuil. Donc, pour les entreprises nouvellement créées, donc on appelle entreprises nouvellement créées les entreprises qui ont un nouveau SIRAN. Donc, qu'elles soient issues ou non d'une fusion, elles seront exclues du dispositif jusqu'à la 5e année suivant l'année de leur création. Donc maintenant, on va voir comment sont identifiées les entreprises éligibles, hein, puisqu'on a vu précédemment qu'on avait une notion de secteur d'activité et d'effectifs, mais on a également 2 autres notions pour savoir si l'entreprise est éligible au dispositif. Donc, on a le code identifiant de convention collective et le code APE. Donc, plusieurs situations peuvent se présenter. Si l'entreprise applique une convention collective, elle sera éligible au dispositif si une double condition cumulative est remplie. Donc, le code identifiant de convention collective de l'entreprise et le code APE devra être mentionné dans l'article du 28 juin 2021. Pour autant, le code identifiant de convention collective sera celui constaté sur l'année 2020, alors que le code APE sera celui constaté sur l'année 2021 au niveau de l'entreprise. Donc, ce sont les données que l'on va retrouver au niveau du bloc 6 de la DSN. Deuxième situation, si l'un des 2 codes, donc identifiant de convention collective ou APE, ne figure pas dans l'arrêté, l'entreprise ne sera pas éligible. Troisième situation, si l'entreprise n'applique pas de convention collective ou si la majorité des contrats de travail de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, elle sera affectée dans un secteur relevant du champ d'application du dispositif en fonction de son code APE. Dans le cas où les codes identifiants de convention collective et APE de l'entreprise ne relèvent pas du même secteur, c'est le secteur de l'identifiant de convention collective qui va primer. Si l'entreprise applique plusieurs conventions collectives, c'est la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail en cours d'exécution sur l'année 2020, pondérée par la durée des contrats qui sera retenue. Donc, ce dispositif s'applique au niveau du numéro SIRAN, donc au niveau de l'entreprise. Il ne s'applique pas aux structures ayant pour objet social l'insertion par l'activité économique. Donc, à savoir les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion. Donc maintenant, on va voir ensemble les différentes notifications d'éligibilité qui vous ont été adressées pour cette première modulation. Donc le 5 juillet, on vous a adressé une notification pour vous indiquer que vous étiez éligible au dispositif. Le 27 juin, on vous a confirmé l'éligibilité au dispositif. Donc le 27 juin, certaines entreprises ont pu sortir du dispositif et de ce fait n'ont pas reçu cette confirmation. Au mois d'août, vous avez reçu deux notifications. Donc une le 26 août à travers un compte-rendu métier et une seconde le 29 août par courrier. Donc, sur ces notifications, on vous a précisé donc l'effectif moyen annuel, le nombre de séparations, donc celles du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, celles qui vont permettre de calculer votre taux, le taux de séparation de l'entreprise, le taux de séparation médian du secteur, celui qui est diffusé par arrêté et qui par conséquent n'est pas contestable. Et enfin, le taux de contribution modulé propre à l'entreprise, donc celui que vous devez appliquer à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023. Donc, sur cette notification, même si vous n'avez pas de salarié qui adhère à une caisse de congés payés, on vous a quand même inscrit le taux qui correspond aux salariés qui adhèrent à une caisse de congés payés. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue.
Bonjour, donc je suis Emmanuelle Damien-Evzard, je suis responsable de service de gestion de comptes, des comptes régime général et collectivités territoriales pour l'URSSAF Centre. Donc nous allons maintenant voir les différentes étapes du calcul pour votre taux modulé. Donc 3 étapes importantes. La première, c'est la détermination du taux de séparation de l'entreprise, donc qui prend en compte le nombre de séparations de votre entreprise ainsi que votre effectif moyen annuel. La détermination du taux de séparation médian du secteur de rattachement et le calcul de contribution modulée de l'entreprise, qui sera donc votre taux assurance chômage à appliquer dans le cadre du dispositif. Donc, sur le taux de séparation de votre entreprise, ce taux correspond au ratio entre, d'une part, au numérateur, le nombre de fins de contrat de travail et de missions d'intérim, hors des missions et autres exceptions prévues par la réglementation, qui sont suivis dans les 3 mois d'une inscription à Pôle emploi de votre ancien salarié ou intérimaire, ou intervenu alors qu'il était déjà inscrit. Donc s'il était déjà inscrit avant d'effectuer son contrat de travail, que celui-ci prend fin, son inscription vaut toujours. Donc il rentrera dans les séparations concernées. Pour le dénominateur, il s'agit donc de votre effectif moyen annuel, sachant que pour la première modulation, l'exercice est glissant, donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Pour la deuxième modulation, l'exercice sera également glissant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et que pour les modulations suivantes, on repassera sur des périodes de référence qui seront des années civiles. Donc, concernant le numérateur, le nombre de fins de contrat de travail. Donc, l'imputation de la rupture du contrat de travail à l'entreprise dépendra du parcours d'emploi du salarié au cours de la période de référence. Les fins de contrat correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation Pôle emploi ou en DSN. Les fins de mission d'intérim sont prises en compte dans le calcul du taux de séparation de l'entreprise utilisatrice et non dans celui de l'entreprise de travail temporaire. C'est-à-dire que vous utilisez des travailleurs intérimaires, leur fin de contrat comptera bien dans votre nombre de séparations propres à l'entreprise. Concernant les fins de contrat de travail qui sont exclues du calcul, donc il y a les démissions, les fins de contrat d'apprentissage et de professionnalisation, les fins de contrat d'insertion, les fins de contrat unique d'insertion, les fins de mission d'intérim uniquement si ce sont des intérimaires en contrat à durée indéterminée, des intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire d'insertion, des intérimaires employés par une entreprise adaptée de travail temporaire ou des intérimaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Le contrat d'intérim conclu par une entreprise d'intérim établie à l'étranger pour une mission auprès d'une entreprise utilisatrice établie en France n'est pas identifié dans le cadre du bonus-malus. De même, ne seront pas imputés à l'entreprise utilisatrice la fin de mise à disposition de travailleurs par un groupement d'employeurs au bénéfice d'une entreprise adhérente, les fins de contrat de prestation de portage salarial au bénéfice d'une entreprise cliente et les fins de contrat de mise à disposition d'un salarié en contrat de travail à temps partagé. Les contrats à durée déterminée relatifs aux intermittents du spectacle ne font pas l'objet d'une modulation et sont donc maintenus au taux de référence. Concernant le calcul du taux de séparation médian du secteur. Donc, le taux de séparation médian d'un secteur d'activité correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises de ce secteur, pondérés par leur masse salariale. Le taux de séparation médian de chaque secteur d'activité concerné par le bonus-malus est communiqué par arrêté. Chaque exercice de référence correspond à une année civile, hormis pour les 2 premières modulations, donc en 2022 et en 2023, qui seront donc en année glissante, comme pour le taux de séparation de votre entreprise. Donc pour la première modulation de septembre 2022, période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Ce taux est susceptible par ailleurs d'évolution. Le taux de séparation médian de chaque secteur est notifié et sera calculé donc sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Donc, le calcul du taux modulé de votre entreprise. Donc, un petit rappel sur les périodes de référence qu'on a déjà évoquées. Donc, pour le calcul du taux modulé, la contribution modulée en septembre 2022, les années de référence prises en compte pour l'entreprise et pour le secteur, ce sera donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Et la période de validité du taux de contribution modulée sera du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. De même, pour la deuxième modulation, donc à compter de septembre 2023, l'année de référence sera du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et la période de validité du taux du 1er septembre 2023 au 29 février 2024. À compter des années suivantes, la contribution modulée donc s'appliquera à compter de mars, donc en mars 2024, avec pour année de référence, donc on repasse sur des années civiles et non plus des années glissantes, donc année de référence 2022 et 2023. Et la période de validité du taux sera donc du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Il en sera de même pour les modulations suivantes. Donc, par exemple, pour la première modulation, la période de référence est du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Les données prises en compte pour le calcul du taux modulé sont donc observées sur cette fourchette de date. Et donc, il s'agit de votre effectif moyen intermédiaire de l'entreprise, qui correspond donc à votre MA, mais sur une période glissante, au nombre de séparations de l'entreprise, le taux de séparation médian du secteur, et ces trois données seront actualisées à chaque modulation pour prendre en compte la période de référence suivante. Concernant la formule de calcul du taux modulé à proprement parler, donc pour rappel simplement, donc le taux de référence ou taux pivot d'assurance chômage est fixé à 4,05% actuellement. La minoration ou la majoration est déterminée par l'employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise. Donc on prend ce ratio, taux de séparation de l'entreprise sur taux de séparation médian du secteur, qu'on multiplie par 1,46 et auquel on ajoute 2,59. Il faut savoir quand même que, à minima, le taux plancher qui pourra vous être appliqué est de 3% et le taux maximum, le taux plafond qui pourra vous être appliqué est de 5,05%. Concernant la notification du taux de contribution. Donc, le taux de séparation et le taux de contribution afférents sont notifiés à chaque employeur dans les conditions fixées par arrêté. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur utilise donc le taux antérieurement applicable. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas reçu de notification de taux modulé pour la première modulation, vous continuez à appliquer le taux de référence de la contribution assurance chômage. À partir du moment où vous avez reçu votre notification de taux modulé, ce dernier doit être appliqué sur la période d'emploi sur laquelle s'applique la modulation. Sur la notification figure le taux de contribution modulé à appliquer pour les contrats entrant dans le dispositif, ainsi que le taux modulé à appliquer pour les entreprises employant des salariés adhérents à une caisse de congés payés. Ce deuxième taux est donné à titre indicatif. Donc, si vous n'utilisez pas si vous n'employez pas de salariés adhérents à une caisse de congés payés, vous ne serez pas utilisatrice de ce taux. On vous donnera des exemples un peu plus tard dans la présentation. Pour la modulation suivante, tant que vous n'avez pas reçu le nouveau taux, vous continuez à utiliser le taux modulé qui vous a été donné sur la période précédente. Donc, il y a deux cas particuliers sur lesquels on voulait attirer votre attention. Donc, sur les employeurs publics, donc le dispositif bonus-malus s'applique aux employeurs du service public ayant adhéré au régime d'assurance chômage pour les salariés auxquels il a adhéré, mais ne s'applique pas aux employeurs publics en auto-assurance. Sachant qu'actuellement, les employeurs publics ne sont pas concernés par la première modulation. Le deuxième cas particulier, donc on a commencé à l'aborder, c'est les salariés qui relèvent d'une caisse de congés payés.
Donc, de base, les caisses de congés payés s'acquittent d'une cotisation d'assurance chômage de droit commun de 4,05 pour leurs entreprises adhérentes. Pour les salariés qui sont affiliés à une caisse de congés payés, donc pendant les périodes de congés payés qui sont donc prises en charge par les caisses de congés payés, c'est le taux d'assurance chômage de droit commun qui s'applique. Et en dehors des périodes de prise en charge par la caisse de congés payés, donc hors période de congés payés, ce taux sera calculé selon la formule suivante en intégrant un coefficient de majoration. Donc on prend toujours le ratio de l'entreprise, taux de séparation de l'entreprise sur taux de séparation médian du secteur, qu'on multiplie par 1,62 et sur lequel on ajoute 2,43. Je repasse donc la parole à Marie-Do pour la présentation des modalités déclaratives. Donc cette quatrième partie porte sur les modalités déclaratives, donc au niveau agrégé et au niveau individuel. Donc au niveau individuel, il n'y aura pas de changement par rapport à ce que vous faisiez antérieurement. Donc pour autant, on a deux blocs qui sont mobilisés. On a le bloc 78 qui correspond à la base assujettie et le bloc 81 qui correspond aux cotisations individuelles. Donc, au niveau du bloc 78, à la rubrique 1, vous allez mettre le code 07 qui correspond à l'assurance chômage. À la rubrique 2 et 3 du bloc 78, il va falloir renseigner la date de début et date de fin de période de rattachement. À la rubrique 4, vous allez mettre le montant de la base assujettie. Donc là, pas de changement. Au niveau du bloc 81, à la rubrique 1, vous allez mettre le code 040 qui correspond également à l'assurance chômage. À la rubrique 2, il faudra mettre le siret de l'URSSAF. À la rubrique 3, le montant d'assiette. À la rubrique 4, le montant de cotisation. Et à la rubrique 7, le taux de cotisation, donc celui qui vous a été notifié lors de cette modulation. Au niveau agrégé, donc, on a eu la création de deux nouveaux codes types de personnel, puisque antérieurement, on utilisait uniquement les codes types de personnel 772 et 423 pour les apprentis. Donc, est créé le code type de personnel 725 pour les contrats qui entrent dans le dispositif bonus-malus. Donc, au niveau agrégé, sur la rubrique 1, vous allez renseigner le code type de personnel 725. À la rubrique 2 du bloc 23, le qualifiant d'assiette 920. À la rubrique 3, le taux modulé qui vous a été notifié. Et à la rubrique 4, le montant d'assiette. Concernant le code type de personnel 769, les modalités sont différentes de celui du 725. C'est un code type de personnel qui doit être utilisé pour les salariés adhérents à une caisse de congés payés. Donc, à la rubrique 1 du bloc 23, vous allez mettre le code type de personnel 769. À la rubrique 2 du bloc 23, le qualifiant d'assiette 920. La rubrique 3 qui correspond au taux de cotisation ne devra pas être renseignée. Par contre, à la rubrique 4 qui correspond au montant d'assiette, ici, vous devrez positionner le montant des cotisations dues. Donc ça, c'est ce qui correspond à la norme NEODES que l'on connaît actuellement à travers la DSN. Donc, il faudra vraiment faire attention parce que, en fait, si les rubriques ne sont pas correctement renseignées, le bloc sera rejeté. Donc ici, on vous a mis quelques exemples pour que vous puissiez positionner correctement les codes types de personnel si votre entreprise est éligible au dispositif, puisque certains salariés peuvent être exclus, même si votre entreprise entre dans le dispositif. Donc, avant la réforme de l'assurance chômage, on avait trois codes types de personnel. Donc, le code type de personnel 772 au taux de 4,05. Le code type de personnel 423 qui devait être utilisé uniquement pour les apprentis, avec un taux également de 4,05. On avait un code type de personnel 293 pour les dockers. Par contre, le taux était de 0,50. Donc, avec ce nouveau dispositif, on a donc deux codes types de personnel supplémentaires. Donc, on conserve le code type de personnel 772, donc pour les entreprises exclues, mais également pour les contrats exclus. On conserve le code type de personnel 423 pour les contrats d'apprentissage, puisque les contrats d'apprentissage sont exclus du dispositif.
On utilisera également le code type de personnel 725 pour les contrats qui entrent dans le dispositif et le code type de personnel 769 pour les salariés adhérents à une caisse de congés payés. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc, on est dans le cas d'une entreprise qui est éligible au dispositif. Cette entreprise a des contrats exclus. Elle a également des apprentis et des salariés adhérents aux caisses de congés payés. Donc, cette entreprise devra utiliser 4 codes types de personnel. Donc, le code type de personnel 772 pour les contrats exclus, donc au taux de 4,05, le taux pivot que vous aviez habituellement. Le code type de personnel 423 pour les apprentis, donc toujours au taux de 4,05. Le code type de personnel 725 pour les contrats qui sont éligibles au dispositif, donc leur taux sera entre 3 et 5,05, celui qui vous a été notifié. Et le code type de personnel 769 pour les salariés adhérents à une caisse de congés payés et entrant dans le dispositif du bonus-malus. Deuxième cas, on est dans le cas d'une entreprise, donc toujours pareil, éligible au dispositif. Elle n'a pas de contrat exclu, elle a des apprentis et des salariés adhérents à une caisse de congés payés. Cette entreprise devra utiliser 3 codes types de personnel. Le 423 pour ses apprentis, le 725 pour ses contrats qui entrent dans le dispositif, donc hors contrat exclu, évidemment, et le code type de personnel 769 pour les salariés adhérents à une caisse de congés payés et entrant dans le dispositif bonus-malus. Troisième cas, une entreprise est éligible au dispositif. Elle a des contrats exclus, par contre, elle n'a pas de contrat d'apprentissage ni de salariés adhérents à une caisse de congés payés. Cette entreprise devra utiliser 2 codes types de personnel, le 772 pour les contrats exclus et le 725 pour les contrats qui entrent dans le dispositif du bonus-malus. Quatrième cas, on est dans une entreprise qui est éligible au dispositif bonus-malus. Pour autant, on a notifié à cette entreprise son taux et son taux est égal au taux pivot, au taux de 4,05. Donc ça se produit lorsque le taux de séparation de l'entreprise est identique au taux médian du secteur. Donc cette entreprise utilisera le code type de personnel 772 pour les contrats exclus, donc au taux de 4,05. Mais pour autant, même si le taux est quand même de 4,05, elle devra utiliser le code type de personnel 725 pour les salariés entrant dans le dispositif. Donc là, il va vraiment falloir faire attention, même si le taux est identique, 2 codes types de personnel devront être utilisés. Cinquième cas, on est dans le cas d'une entreprise qui est éligible au dispositif bonus-malus et qui a des ouvriers dockers. Donc, elle devra utiliser 2 codes types de personnel, le 725 pour les contrats entrant dans le dispositif, y compris les contrats dockers. Mais la subtilité pour les contrats dockers, c'est qu'elle devra également ajouter le code type de personnel 293 au taux de 0,50. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des contrats d'usage à durée inférieure ou égale à 3 mois. Et pour ces ouvriers dockers, on utilisera le CTP 725 plus le code type de personnel 293. C'est une surcontribution en fait. Sixième cas, donc si l'entreprise n'est pas éligible au dispositif et cette entreprise a des apprentis et des salariés adhérents à des caisses de congés payés, donc dans ces conditions-là, l'entreprise utilisera uniquement le code type de personnel 772 et le code type de personnel 423. Donc là, on reste sur les modalités existantes avant le dispositif bonus-malus. On n'aura pas de changement. Maintenant, on va aborder le cas des régularisations en DSN. Donc, le cas des régularisations devrait porter principalement sur des modifications de taux.
Donc, soit l'entreprise a contesté son taux et auquel cas on lui a notifié un nouveau taux, ou soit effectivement elle va demander à entrer dans le dispositif parce que on s'est trompé dans l'effectif moyen, ou éventuellement elle va demander à sortir du dispositif. Donc, dans le cas d'une modification de taux, donc que ce soit à maille individuelle ou à maille agrégée, la régularisation devra être effectuée en mode annule et remplace. Donc, en fait, ça mobilisera deux blocs. Un premier bloc pour annuler les données erronées et un nouveau bloc pour positionner les données correctes. Le mode différentiel, donc lui, par contre, pourra être utilisé uniquement lorsqu'il s'agira d'une correction d'assiette, mais non pas une correction de taux. Concernant les adhérents à une caisse de congés payés, donc la correction, elle, pourra être effectuée en mode différentiel, puisque en fait, au niveau des données agrégées, le taux n'est pas positionné, puisque comme on l'a vu précédemment, on va indiquer uniquement le taux de cotisation, les cotisations réellement dues. Excusez-moi. Donc, pour autant, dès lors que vous intervenez sur des données agrégées ou des données individuelles, vous devez toujours vérifier que vous avez une cohérence entre les données agrégées et les données individuelles. Ça, c'est vraiment le principe d'équivalence qu'il faut conserver et vraiment appliquer. Donc, s'agissant d'une correction de taux, donc ce nouveau taux devra être appliqué donc rétroactivement jusqu'à la date de début de validité et également jusqu'à la date de fin de validité du taux. Donc, par exemple, si on vous a notifié un taux de 4,80 pour la modulation de 2022, pour autant, vous avez contesté et donc, à la suite, on vous notifie un nouveau taux. Donc, le taux qu'on vous notifie sera de 4,25. Donc, il faudra effectuer en mode annule et remplace des DSN pour les périodes d'emploi de septembre 2022 à février 2023. À compter de mars, vous appliquerez le nouveau taux qui vous a été notifié, à savoir le taux de 4,25. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue. Donc, comme l'a précisé Marie-Do, sur les différents éléments qui ont été transmis dans votre notification, vous pouvez constater des divergences par rapport à vos propres données. Donc, sur les contestations, vous pouvez être en divergence avec nos services au niveau de l'effectif, donc effectif moyen annuel ou effectif moyen intermédiaire annuel, votre identifiant de convention collective, IDCC, votre activité principale exercée, le code APE, ou le nombre de séparations. Donc, si la contestation porte sur l'effectif moyen annuel, c'est-à-dire que vous constatez une divergence entre l'effectif qu'on a notifié et celui que vous avez calculé. Donc, pour la première et deuxième modulation, pardon, on vous rappelle donc que ce sont les effectifs moyens intermédiaires annuels, donc sur une période glissante, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et pour la deuxième modulation, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, qui sont retenus pour le calcul du taux de séparation de l'entreprise. Pour les troisième, quatrième modulations, l'année civile sera prise en compte. Donc c'est important, il faut bien vérifier ce paramètre, puisque une modification de l'EMA peut entraîner non seulement une modification du taux de contribution, mais également la sortie du dispositif bonus-malus, puisque si vous êtes inférieur à 11 salariés, vous n'êtes plus concerné. Donc si la contestation relève de l'effectif moyen annuel, donc vous avez trouvé des effectifs différents par rapport à ce qui vous a été notifié. Donc l'employeur doit prendre contact avec l'URSSAF pour identification de l'origine de l'écart. Votre gestionnaire va vous guider pour effectuer les blocs changements. L'employeur doit donc réaliser ces blocs changements avec la DSN suivante et également adresser à l'URSSAF un récapitulatif, donc de préférence sous format Excel, des salariés de l'entreprise. Ce récapitulatif donc, permettra de vérifier le calcul de l'effectif à prendre en compte avec confirmation de la réalisation des blocs. Concernant la vérification du calcul,
Donc, le gestionnaire, l'URSSAF vérifie le calcul de l'effectif à partir des données transmises par l'employeur. Si le calcul est confirmé par le gestionnaire, donc l'URSSAF vous adressera une nouvelle notification avec le nouvel effectif pris en compte et éventuellement le nouveau taux modulé. Et si une différence est de nouveau constatée entre le calcul de l'URSSAF et le calcul de l'employeur, à ce moment-là, votre gestionnaire reprendra contact avec vous, toujours pour identifier l'origine de l'écart. Si vous contestez votre code IDCC de rattachement ou votre code APE, donc le code APE correspond à l'activité principale exercée par l'entreprise, tel que consultable sur la base SIRAN, et constaté à la date de parution au journal officiel de l'arrêté du 28 juin 2021. Donc c'est le code APE en vigueur à cette date. On attire particulièrement votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'APE de l'entreprise, enfin de l'établissement siège, mais bien de l'APE de l'entreprise, donc au niveau du SIRAN. Le code IDCC, quant à lui, donc c'est le code identifiant de convention collective. Donc il s'agit du code de la convention collective appliquée par l'entreprise concernée et qui est donc renseigné en DSN pour chaque contrat de travail. Donc, un changement de secteur d'activité impacte le taux de séparation médian du secteur attribué et donc le taux de contribution de l'entreprise. Et un changement de secteur d'activité peut également entraîner la sortie ou l'entrée dans le dispositif bonus-malus. Donc, si vous constatez une divergence entre les données de l'URSSAF sur votre code APE ou votre code IDCC, donc vous formulez une demande auprès de nos services. Le gestionnaire va demander à l'entreprise d'apporter une preuve de son APE ou de son IDCC. Et dans le cas où il y a plusieurs codes IDCC appliqués dans l'entreprise, les éléments de calcul des effectifs rattachés à chaque IDCC. Donc, ces éléments doivent être transmis pour vérification de la prise en compte du code IDCC majoritaire. Une fois que cette analyse est faite donc, et que la preuve a été apportée, la modification peut être notifiée avec notification du nouveau taux de contribution. Et donc, le gestionnaire invite l'entreprise à modifier ses données APE IDCC pour ses prochaines DSN. Il faudra penser à changer vos paramètres. La contestation relative au nombre de séparations. Donc, sur la notification qui vous a été adressée, figure également normalement le nombre de séparations de l'entreprise. Initialement, la démarche prévoit que l'URSSAF puisse vous transmettre la liste des ex-salariés qui ont été inscrits à Pôle emploi. Actuellement, la CNIL a émis une opposition quant à la transmission de ces données personnelles et donc nous ne sommes pas en capacité de vous transmettre cette liste. Un projet de loi est en cours d'étude par le Conseil d'État pour que ce point de blocage puisse être levé et que nous puissions vous transmettre les éléments. Donc, dans le cas d'une différence significative entre le nombre de séparations qui vous est notifié et le nombre de séparations que vous avez enregistrées, donc l'entreprise doit transmettre à l'URSSAF la liste des fins de contrat de travail, donc y compris les fins de mission d'intérim qui rentrent dans le dispositif. Et ce détail doit comporter donc la nature du contrat, le nom et prénom du salarié, le NNI du salarié, son numéro de contrat, la date de début et date de fin de chaque contrat de travail de ce salarié, et préciser si c'est un contrat qui relève de l'entreprise à proprement parler ou si c'est un contrat d'intérim. Donc maintenant, je vais vous donner quelques informations diverses, puisqu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc, on vous liste les textes réglementaires, donc à savoir le décret du 30 mars 2021, donc l'arrêté de sectorisation ainsi que ses annexes, puisque dans ces annexes, vous allez trouver la liste des secteurs avec leur taux de séparation médian. Vous allez avoir la liste des codes identifiants de convention collective et la liste des codes APE. Vous aurez également la liste des secteurs 1 qui sont non éligibles pour cette première modulation.
On vous a mis également l'adresse du site du ministère du Travail où vous allez pouvoir trouver une foire aux questions, hein, et ainsi que l'adresse qui correspond au guide du déclarant. Donc, dans ce guide du déclarant, vous allez retrouver toutes les notions d'assujettissement, à savoir donc les entreprises concernées, les notions de 11 salariés et plus, les secteurs d'activité concernés. Vous aurez également des notions sur le calcul du taux. Vous avez également les contrats qui entrent dans le dispositif, ceux qui sont exclus. Enfin, vous avez différentes notions dans ce guide, mais également vous allez retrouver les modalités déclaratives pour intégrer ce niveau dispositif au niveau de la DSN. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, concernant, donc certaines questions ont été posées dans le chat, vous avez eu la réponse par le modérateur. Donc, je vais prendre quelques questions en parallèle. Donc, concernant, par exemple, le taux pour les salariés adhérant à une caisse de congés payés. Donc, la question est de savoir si celui-ci peut-il être le même que pour tous les autres salariés, par exemple 4%. Donc, a priori, ça ne pourra pas être le même puisque le taux pour les adhérents à une caisse de congés payés est majoré par rapport au taux modulé pour les autres salariés qui rentrent dans le dispositif. Vous avez vu que le coefficient multiplicateur et le coefficient qu'on ajoute sont légèrement supérieurs, sachant que la donnée initiale, c'est le ratio de séparation de votre entreprise. Donc, le nombre de séparations de votre entreprise sur le taux de séparation médian. Donc, cette donnée-là ne bougeant pas, les autres éléments de la formule de calcul étant majorés, le taux devrait donc être majoré par rapport au taux modulé pour les autres contrats. Je vais prendre une autre question. Donc, à la question et si on a un bonus, quel code type de personnel doit-on utiliser? Donc, dès lors que vous entrez dans le dispositif, hein, que vous soyez en bonus ou en malus, vous devez utiliser le code type de personnel 725 ou 769, hein, suivant s'il s'agit d'un salarié adhérent à une caisse de congés payés ou non. Hein, dès lors que vous entrez dans le dispositif, tous les contrats éligibles pour tout cela, vous devez utiliser le code type de personnel 725. Pour ceux qui n'entrent pas dans le dispositif, hein, les contrats exclus, là, dans ces conditions-là, vous allez utiliser soit le code type de personnel 423, donc si c'est des apprentis, et pour les autres, vous utiliserez, comme d'habitude, le code type de personnel 772. Ensuite, il y a une question, Marido, sur la transmission des CRM. Est-ce que tu peux apporter une précision, s'il te plaît? Comment sont récupérés les comptes rendus métiers? Alors, les comptes rendus métiers, c'est ce qu'on appelle le CRM 117 et vous devez pouvoir les récupérer normalement sur ursaf.fr sur votre compte en ligne. Les CRM ont été adressés ici. On a une autre question concernant les fins de contrat d'intérim. Donc, les fins de contrat d'intérim, évidemment, dès lors qu'une entreprise va utiliser un intérimaire, la plupart du temps, cet intérimaire est déjà inscrit à Pôle emploi. Donc, il va avoir plusieurs missions, hein, ça peut être des missions d'une semaine ou de 15 jours. Hein. Pour autant, le salarié ne va pas se désinscrire de Pôle emploi. Donc, ça veut dire que concrètement, si vous lui faites 6 missions d'une semaine, eh bien, on totalisera 6 séparations. Donc, voilà. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de privilégier des contrats plus longs hein, pour avoir le moins possible de séparation. Mais c'est vrai qu'on est sur une inscription à Pôle emploi dans les 3 mois, mais on est aussi sur une donnée où, dès lors que le salarié est inscrit à Pôle emploi, mais qui ne se désinscrit pas, automatiquement, ce contrat comptera dans les séparations. Manu, je te laisse prendre une autre question. Oui. Alors, concernant les ruptures de période d'essai, donc est-ce qu'une rupture de période d'essai est comptabilisée dans les séparations de l'entreprise? Donc, la réponse est non. Les ruptures de période d'essai ne sont pas comptabilisées comme une séparation pour l'entreprise.
On a une question, Marido, sur que veut dire maille agrégée et maille nominative. Oui. Alors, les données à maille agrégée sont les données globales en fait du bordereau de cotisation. Donc, c'est ce que vous transmettez à l'URSSAF en globalité dans l'entreprise, donc tous salariés confondus. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le détail salarié par salarié. Alors qu'à maille nominative, en fait, ce sont des données qui sont propres aux salariés. Et si vous voulez, l'ensemble, le cumul des données individuelles d'un mois doit correspondre aux données agrégées du mois. Donc, l'agrégé, c'est vraiment le total et on n'a pas l'individuel du salarié. Hein, c'est vraiment une donnée qui arrive et qui est propre aux cotisations dues en totalité, alors que la maille individuelle va détailler salarié par salarié. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette cohérence. Donc, quand vous faites une modification, hein, que ce soit sur le bonus-malus ou sur une autre donnée, il va bien falloir vérifier que vos données agrégées du mois correspondent à l'ensemble de vos données individuelles du mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maille agrégée n'est à destination que des URSSAF. Hein. Seuls les URSSAF sont impactés, alors que les mailles individuelles, on a d'autres OPS qui sont impactés par les données individuelles. Donc, l'URSSAF recevra effectivement vos données individuelles, mais d'autres OPS utiliseront vos données individuelles. La maille agrégée, c'est vraiment URSSAF. Alors, à la question, peut-on avoir la liste des salariés exclus? Alors oui, effectivement. Hein, donc, on nous a fourni récemment la liste des salariés exclus. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous transmettre. Il n'y a pas de souci, hein, puisqu'en fait, on a une liste qui correspond aux exclusions et aux salariés pris en compte. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On va pouvoir vous donner la liste. Je vais reprendre la main juste pour une précision par rapport à ce point-là. Normalement, le guide du déclarant devrait être mis à jour avec la liste des salariés qui sont exclus. Donc vous devriez avoir le détail, puisque la liste est assez longue, de tous les contrats, tous les salariés exclus du dispositif et de ceux qui rentrent aussi. Vous aurez les deux pendants. Je reviens sur une question qui avait été également posée par rapport à l'exclusion de certaines entreprises par rapport au Covid. Donc, à partir du moment où l'entreprise n'a pas reçu de notification de taux modulé, c'est qu'a priori, elle n'est pas concernée par le dispositif. Par contre, si vous avez un doute par rapport à votre effectif, par rapport à votre secteur, donc consultez bien les annexes du décret dans lequel figurent les codes APE et les codes IDCC concernés, mais vous pouvez de toute façon, à partir de votre espace en ligne, toujours solliciter les services de l'URSSAF pour avoir confirmation ou pas, si vous avez un doute sur le fait que les bonnes données ont été prises en compte. Mais à partir du moment où l'entreprise n'a pas reçu de notification, c'est qu'elle ne rentre pas dans le dispositif du point de vue de l'URSSAF. Donc, à la question, quel taux d'assurance chômage doit être utilisé pour le calcul de la réduction générale? Donc, pour le calcul de la réduction générale, vous n'allez pas utiliser votre taux de contribution modulé, mais bien le taux pivot. Donc, il faudra utiliser le taux de 4,05. Je pense que nous arrivons à la fin des questions-réponses. Donc pour rappel, donc ce webinaire donc vous sera transmis par mail d'ici une semaine à peu près. Le temps aussi que nous on comptabilise toutes les questions et qu'on complète la foire aux questions, donc qui vous sera transmise avec ce message. Vous aurez donc accès au replay, vous aurez accès au support détaillé et à cette foire aux questions à partir du lien qui vous sera adressé dans le message. Donc, nous vous remercions de votre attention. Nous espérons avoir répondu au maximum de questions et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous.